Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce carnet de vol actu, un survol de l'actualité aéronautique et spatiale du mois écoulé. Une période propice aux pilotes de ligne, l'appel d'air sur le marché de l'emploi est mondial. On recherche des pilotes dans presque toutes les compagnies. Nous ferons le point avec les spécialistes de l'École nationale de l'aviation civile. Les drones ont de l'avenir. Nouvel exemple avec la mission d'inspection des carlingues réalisée en un temps record grâce à ces engins. Une technique automatique mise au point à Toulouse. Nous le verrons. Enfin, nous suivrons la vie en opération extérieure d'un pilote d'hélicoptère du 5e RHC de Pau. Il est actuellement en mission au Mali et il nous emmènera à bord de son appareil au-dessus du désert. Mais avant cela, cette bonne nouvelle pour ceux qui auraient peur en avion. 2017 aura été une année record en termes de sécurité aérienne. Record imbattable même puisqu'il n'y a eu aucun mort en avion de ligne. C'est une première depuis la mise en place de statistiques dans ce domaine. Les explications de Christine Ravier et Thierry Villéger. Et le fait qu'il n'y ait pas d'accident, c'est une bonne nouvelle? Bien sûr, toujours. Ça fait plaisir. Ça encourage? Ah oui. C'est sympa de le dire maintenant. Vous avez peur, vous? Un peu, oui. Et ça vous rassure? Qu'il n'y en ait pas eu, non. C'est un moyen de transport qui est très fiable, mais ça, c'est malgré moi. J'ai peur. Les avions de ligne sont de plus en plus sûrs. 3,6 milliards de passagers ont été transportés dans le monde en 2017 sans un accident. Une véritable prouesse car le trafic aérien a doublé en 15 ans. À Toulouse, c'est 10% de plus entre 2016 et 2017. La sécurité est l'enjeu majeur de tout temps, avec ce trafic aujourd'hui plus que jamais. À la direction de l'aviation civile, on s'attache particulièrement aux facteurs humains et au partage d'expériences, y compris négatives. On invite chaque agent à nous dire ce qu'il a pu vivre comme événement et en particulier si c'est lié à une erreur de sa part, voire même surtout si c'est une erreur de sa part, parce que ça peut nous aider à apprendre grâce à lui si on a une faille dans notre système de formation, dans notre système de gestion du stress ou si l'ergonomie du poste de contrôle peut être améliorée. Tout un tas d'éléments qui, une fois qu'ils seront analysés, nous permettront de prendre des décisions qui vont être utiles à l'ensemble des centres de contrôle puisque c'est quelque chose qu'on ne va pas garder pour nous. Une autre innovation est intervenue ces dernières années, c'est le concept global de la sécurité. On considère que tout est lié. Tous les acteurs se parlent, se coordonnent. On a beaucoup d'exemples récemment où ça part du constructeur d'Airbus jusqu'à l'aéroport, la compagnie. Nous, à l'ENAC, en tant qu'école de formation qui couvrons l'ensemble des métiers, justement, on voit cet effort collectif de mettre en commun tous les objectifs, tous les efforts, toutes les procédures pour maintenir la sécurité. Même s'il y a bien eu des crashs de petits avions et de transports militaires en 2017, la sécurité a franchi des étapes déterminantes dans l'aviation civile. Et des avions qui ne se crachent pas, c'est aussi grâce à des pilotes performants, un métier qui en tout cas connaît une vraie embellie depuis quelques mois. Les compagnies embauchent à tour de bras et cela devrait durer. Du côté de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse où l'on forme des pilotes, on se mobilise donc pour faire face à la demande. Thierry Santous, Marc Ratura. Cet élève contrôleur aérien fait partie des quelques privilégiés qui bénéficient de la formation de l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Tous les ans, l'établissement forme 150 pilotes de ligne, dont seulement 25 Français, les autres étant des élèves étrangers envoyés par leur pays se former à l'excellence. Aujourd'hui, cours de pilotage. Ma formation, c'est contrôleur du ciel, mais justement, en fait, je donne des directives à des pilotes qui sont dans l'avion, mais pour avoir un sens de ce qu'eux vivent et de ce que je peux me permettre de leur demander ou pas. C'est important de savoir tout à fait d'être à leur place. L'ENAC s'est installé à Toulouse en 1968. Depuis, l'activité du transport aérien a connu de nombreux cycles avec des hauts et des bas. Mais il y a 25 ans qu'on n'avait pas connu une telle embellie pour les navigants. Cette reprise commerciale, nous l'avions anticipée et nous y sommes préparés. Donc bien évidemment, nous avons pris les mesures nécessaires pour être en mesure de répondre à ces attentes. En même temps, c'est aussi un challenge pour l'ENAC qui, en tant qu'établissement public, est soumis à un certain nombre de contraintes et de restrictions en termes de personnel ou de finances. Mais nous avons utilisé tous les leviers que nous avions à notre disposition pour nous permettre de relever ce défi et de répondre à la demande de tous les acteurs du transport aérien.
Air France, mais aussi d'autres compagnies, ont rouvert le recrutement des pilotes ab initio. Tous les ans, une centaine de jeunes recrues de la compagnie nationale seront donc formés, dont 75 à l'ENAC. La Royal Air Maroc a elle aussi anticipé la reprise. La compagnie chérifienne va doubler sa flotte en 10 ans. Elle forme aussi ses futurs pilotes à Toulouse. Et donc ça veut dire qu'on est sûrement passé au travers du niveau 100 et des actions qui y sont associées. Et ça fait exactement 2 ans qu'on est ici. On est presque à la fin, là, on termine la semaine prochaine. Vous êtes dans quel type de formation? C'est pour devenir pilote de ligne à la Royal Air Maroc. Normalement, on trouve que l'ENAC, il forme très bien les gens. Il y a un cadre d'apprentissage, disons, professionnel. Vous avez vu dans l'Equipoint Mais l'ENAC forme aussi des ingénieurs, des contrôleurs et des techniciens de maintenance. Tous ces métiers connaîtront une forte reprise pendant 5 à 10 ans. Lui aussi est pilote de ligne, en plus d'être astronaute, bien sûr. Des nouvelles de Thomas Pesquet. Il vient en effet d'accrocher une nouvelle corde à son arc en passant la qualification pour piloter l'Airbus 0G de Novespace. Un avion basé à Mérignac près de Bordeaux que Thomas connaît bien car il y a fait de nombreux vols d'acclimatation à la micro-pesanteur avant de partir dans l'espace. Mais désormais, il pourra donc quitter la carlingue pour le cockpit. Promis, nous serons bientôt avec lui pour découvrir comment il se débrouille aux commandes pour ces vols si particuliers. Et le rêve ultime de Thomas Pesquet, vous le savez si vous nous êtes fidèles, c'est de poser un jour le pied sur Mars. Une mission qui se prépare déjà grâce notamment à la Mars Desert Research Station, un site installé dans le désert de l'Utah aux États-Unis pour recréer l'isolement et l'environnement martien. Un site occupé régulièrement par des scientifiques et des étudiants comme ceux de Supaéro. Denis Tanchereau et Virginie Beaulieu ont rencontré 4 de ces apprentis martiens. Regardez. La tête déjà dans les étoiles, ces élèves ingénieurs en aéronautique s'envolent dans quelques jours pour les États-Unis. Ils vont s'enfermer pendant 3 semaines dans ce module spatial planté dans le désert de l'Utah. L'environnement ressemble aux plaines martiennes. Ils vont même tester des sorties extravéhiculaires. Une reconstitution grandeur nature d'un campement sur Mars pour apprendre à survivre et à cohabiter à plusieurs dans des conditions extrêmes. Là, on reste 3 semaines. Un jour, si on veut envoyer un équipage sur Mars, il y a au moins 9 mois de voyage. Donc, on peut peut-être un peu extrapoler, mais il y a, sur le confinement et sur l'impact sur le moral, ça va aller beaucoup plus loin, ça dure beaucoup plus longtemps. Depuis 1 an, ces étudiants préparent à Toulouse leur mission. Jérémy va évaluer les taux de particules fines dans l'habitat et à l'extérieur. Un matériel de pointe qui rejoindra peut-être un jour une mission spatiale. Gabriel, lui, va mesurer les champs électriques. Alors au début, quand on va arriver, on va essayer de sortir de la mission, enfin faire des sorties extravéhiculaires pour trouver un endroit adéquat pour installer le matériel. Sinon, on peut pas faire un petit... Moi, j'ai une grosse expérience ici qui s'appelle MegaRS, qui va consister à mesurer le champ électrique à l'extérieur de la mission. Le champ électrique, c'est une mesure physique qui est importante, intéressante, dans le cas d'exploration spatiale, notamment martienne. Le module MDRS ne fonctionne pas en autonomie totale. Les habitants respirent l'air extérieur, celui de la Terre. Mais les protocoles de survie sont scientifiques, surtout en cas d'accident. Par exemple, une hémorragie externe qui arrive donc avec la combinaison qui se coupe. On peut essayer de mesurer donc, le temps de réactivité, le temps que mettent les soins ou le transport de la personne qui est censée être blessée jusqu'à la station. Le Science Dome qui a été construit l'an dernier où il y a tout le matériel scientifique et là-bas le point avec le télescope qui a été financé par Elon Musk. La finalité de ces missions, c'est vraiment de comprendre et de préparer les prochaines missions d'exploration habitée et en particulier vers Mars. Donc savoir recruter des astronautes qui auront les bons profils, savoir préparer les missions, préparer les protocoles et s'entraîner dans les conditions qui ressemblent le plus à ces missions-là. La Terre veut conquérir Mars. Cela fait rêver partout. Une quinzaine d'habitats de ce type existent dans le monde. Le voyage vers Mars, j'y crois. Le voyage sans retour, j'y crois pas et je pense que je ne signerai pas pour un voyage sans retour. Mais la mission sur Mars avec retour sur Terre, je signe tout de suite, oui.
Et le futur sur Terre, c'est peut-être cet engin baptisé Vahana. C'est l'aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical sur lequel travaille Airbus. Vous le voyez sur ces images réelles et non pas de synthèse. Il a réalisé son premier vol d'essai en totale autonomie. Vol modeste puisqu'il n'a pas duré plus d'1 minute. Airbus a initié ce projet il y a seulement 2 ans et cet engin préfigure peut-être ce que l'on nous promet pour les années à venir, à savoir des taxis volants autonomes. Autre avancée technologique, en tout cas potentielle, celle apportée par Stratolaunch. Cet avion à double fuselage et aux 6 réacteurs est censé à l'avenir pouvoir lancer des fusées en se passant des boosters. L'engin est tout simplement hors norme avec une envergure de plus de 115 mètres à rapprocher de celle d'un A380, limité, si je puis dire, à seulement 80 mètres. Le Stratolaunch a en tout cas effectué ses premiers essais de vitesse sur une piste du désert de Mojave aux États-Unis. Pas de record encore de ce côté-là, avec un modeste 75 km/h atteint. Le premier vol est programmé l'an prochain, si d'ici là, tous les essais se passent bien. En attendant, eux sont déjà opérationnels. Eux, ce sont les drones de taille plus modeste. Voici encore une nouvelle mission pour ce couteau suisse de l'aéronautique du futur, l'inspection de la carlingue d'avion au sol. Un système 20 fois plus rapide que ce qui est habituellement nécessaire. Présentation du dispositif avec Denis Tanchereau et Jean-Pierre Dons. Du coup, dans cette boîte, on a une solution complète d'inspection d'avion automatique. Donc, on va vous montrer ça. Donc, en fait, la particularité de ce drone, c'est qu'il est totalement automatique. Donc, pour ça, il utilise une technologie laser qui lui permet de savoir où il est par rapport à l'avion. Ce drone travaille seul, sans pilote. Il se déplace autour de l'avion grâce à une carte 3D embarquée à une distance maximum d'1 mètre. Il va suivre des missions préprogrammées qui vont en fait être un balayage de l'avion, donc le dessus, le dessous, etc. séquentiellement, en prenant des photos de toutes les zones. Et ensuite, il y a des outils pour analyser les photos et aider l'opérateur à faire automatiquement son rapport. Le drone prend environ 1000 photos de la carlingue en quelques minutes avec une précision d'1 millimètre. Beaucoup plus efficace que l'œil humain, l'inspection de routine entre chaque vol est alors aussi plus rapide. Peinture écaillée ou étiquette arrachée, le drone photographie tous les défauts. De ces images, on va pouvoir faire donc, une inspection peinture qui est en fait, donc ici là vous pouvez voir sur l'image des rivets sur lesquels la peinture a sauté. On développe des algorithmes qui permettent, depuis une base de référence, d'analyser les images acquises et de dire telle étiquette est endommagée, telle étiquette est manquante ou en bon état. Un avion est inspecté en moyenne 2 heures par jour, 2 heures durant lesquelles il ne vole pas, avec 1 heure d'immobilisation qui coûte $10 000 à la compagnie aérienne. En cas d'impact de foudre ou d'oiseau, ce qui est fréquent, cette durée d'immobilisation explose. Vous avez 10 à 15 personnes avec des chariots élévateurs qui vont aller chercher quelques millimètres d'impact à l'entrée et à la sortie de la foudre. Ils vont mettre 8 heures en moyenne à faire cette inspection. Et aujourd'hui, nous proposons de le faire en 30 minutes. Léger, 4 kg avec les batteries, ce drone cerclé de mousse et de carbone et guidé par laser est certifié pour voler autour des avions. Une technologie unique développée par cette start-up toulousaine. Air France l'utilise sur ses plateformes de maintenance à Toulouse et à Paris pour sa flotte d'A320. La page militaire de ce carnet de vol maintenant, avec tout d'abord le 5e RHC de Pau au Mali. Le 5e régiment d'hélicoptères de combat participe en effet à l'opération Barkhane, une mission de guerre dans une zone désertique, suivie pour nous par Dorothée Oliéric et Régis Maté. Gao, une base militaire française au milieu du désert malien. Elle accueille jusqu'à 1600 soldats français. Un camp retranché, protégé, où derrière les barbelés, une vie s'organise. Une vie en OPEX, en opération extérieure. Le lieutenant Yann est pilote au 5e régiment d'hélicoptères de combat. Sa zone vie, comme tous les militaires l'appellent, se trouve sous une tente au détour de quelques sacs de sable. On est dans la tente des pilotes Puma. Comme vous voyez ici, on a un petit peu installé une petite zone vie où on arrive à se retrouver tous ensemble le soir. Et puis ensuite, sur les côtés, les alvéoles dans lesquels chacun a son petit coin à lui. Un petit espace lit avec notre moustiquaire individuel. Chacun arrive à s'adapter un peu à sa manière. Moi, je me suis fait une micro-table, j'ai mes lectures. Et puis mon épouse, Mathilde,
Voilà, une petite photo de vacances. Et puis mes enfants, Baptiste qui a 3 ans et Marius qui a 1 an. On a Internet, on arrive à communiquer avec eux tous les jours quasiment. On a des coupures régulières, mais bon voilà, on s'y adapte aussi et puis on arrive quand même à garder le lien. Pour le lieutenant Yann, la journée commence tôt. Avant chaque vol, il faut faire le tour de l'hélicoptère pour s'assurer que tout est conforme. Des commandos embarquent, ils doivent être déposés dans une zone d'opération. Il n'y a pas de mission simple, parfois on part pour quelque chose qui a l'air tout à fait anodin et puis on se retrouve à poursuivre le vol de nuit dans des conditions climatiques très difficiles, parfois avec des menaces qui n'étaient pas prévues. Le Puma est toujours escorté par un hélicoptère d'attaque, le Tigre. Les pilotes volent en rase-motte. Un vol tactique à moins de 5 mètres du sol, seule façon de ne pas être repéré. Les terroristes sont très mobiles, ils se déplacent bien sur un terrain qu'ils connaissent par cœur, on est chez eux. À nous de savoir soit être invisible, soit au contraire aller les débusquer quand il le faut. Par mesure de sécurité, l'hélicoptère ne doit pas rester plus de quelques minutes au sol. C'est ici que commence l'opération militaire française baptisée Koufra. Et le 5e RHC est le voisin du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, lui aussi donc basé à Pau. Un groupe qui s'entraîne régulièrement à ses missions spéciales donc. Une de nos équipes a pu exceptionnellement suivre l'une de ces manœuvres grandeur nature qui allie moyens aériens et équipe au sol. Entre Sud-Gironde et Landes, le reportage de Serge Guigné et Sébastien Delalot. Petit matin sur la base de Mont-de-Marsan. Une unité de commandos parachutistes de l'air d'Orléans se prépare. Dans quelques minutes, ils vont sauter au-dessus du champ de tir de Capcieux, théâtre de l'exercice annuel des forces spéciales de l'armée de l'air. Largage accompli, le Transal regagne Mont-de-Marsan où les pistes s'animent alors du ballet des Rafales et des hélicoptères mobilisés pour l'occasion. Au total, près de 300 aviateurs participent à cet exercice. Objectif, automatiser au maximum les interventions en milieu hostile, les mécaniser. On est en train donc, de mécaniser donc, des mises à terre avec les hélicoptères. On est en mesure de pouvoir faire donc, de la dépose sous appui feu, de la récupération de commandos et ensuite on peut aussi récupérer donc, éventuellement des blessés, des ressortissants et tout ça avec les hélicoptères. Tous ces hommes seront projetés sur des théâtres extérieurs dans l'année. De leur maîtrise des procédures, de leur intégration au sein des dispositifs aéroportés dépend le succès de leur mission. Atout supplémentaire de ces petites unités d'intervention en territoire ennemi, l'action furtive et nocturne. Avec des faibles effectifs, agir sur des objectifs à forte plus-value. Donc effet de surprise, et on joue évidemment sur la supériorité occidentale pour l'instant temporaire de notre capacité à agir de nuit avec des appareils de vision nocturne. On profite donc de la journée pour mécaniser, c'est-à-dire s'entraîner de façon mécanique à ce qui va être joué pendant la nuit. Et pour cela, les 120 hectares du champ de tir de Capcieux permettent de multiplier les entraînements en limitant les nuisances. Un théâtre d'exercice que les autorités souhaitent d'ailleurs agrémenter prochainement d'une piste temporaire pour des posées d'avions tactiques. Il y a 15 jours, Carnet de vol vous a proposé un numéro spécial femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Eh bien aujourd'hui, nouveau coup de projecteur sur la féminisation des métiers de l'aéronautique. Direction Figeac dans le Lot à la rencontre d'une jeune femme qui espère bien en inspirer d'autres. Marie-Martin, Laurence Beaufet. À 23 ans, Emma Barrault est une jeune femme volontaire qui ne se laisse pas dicter ses choix et surtout pas sa carrière. Élève ingénieure, elle évolue dans un milieu ultra masculin depuis le lycée. Sur notre option sciences de l'ingénieur, sur une dizaine d'élèves, on était 2 filles. Ensuite, à l'IUT, on était 120 et on était 10-15 filles aussi. Et maintenant, en école d'ingénieur, sur une promo de 60, on est 3 filles. Un constat un peu surprenant en 2018, mais Emma l'explique très simplement. On n'incite pas assez les filles à faire ce type de diplôme-là, quoi. Alors pourtant, à l'école, quand on est au lycée ou au collège, les filles sont fortes, quoi, en cours. Mais au bout d'un moment, elles disparaissent de ce filière-là. Et elles vont faire d'autres trucs. Certains disent
c'est parce que les filles aiment pas faire ces trucs-là, mais je pense pas, il n'y a pas de gène qui fait aimer l'électronique, quoi. Embauchée pour 3 années en alternance chez Ratier Figeac, l'entreprise aéronautique lautoise, Emma a intégré un bureau d'études 100% masculin. Elle et ses collègues y mènent des essais de résistance pour que les équipements répondent aux normes avant de partir en vol. Un métier dont elle aime dire à ses cadettes, collégiennes ou lycéennes, « Venez voir, ça peut vous plaire ». Il faut que partout, on mette en avant ces femmes qui ont ces rôles-là, qu'elles soient encore plus représentées, pour encore plus que les petites filles les voient encore plus. Et donc du coup, donne l'idée à encore plus de petites filles d'aller vers ces métiers-là. Dans quelques mois, Emma sera ingénieure diplômée en route vers l'emploi. La suite, elle l'envisage très sereinement, prête à aller, dit-elle, où le vent la porte, mais pas dans une vie de femme tracée par d'autres. Construire son propre avion, c'était le thème d'un carnet de vol d'il y a quelques mois. Un numéro tourné dans un atelier de Montauban avec des adultes passionnés. Eh bien, nous allons voir maintenant que cette aventure peut aussi concerner les plus jeunes. Illustration sur l'aérodrome d'Albi avec Mathias Julien et Sylvain Duchamp. Fendre le ciel, piloter un avion construit de ses mains. Ce rêve, c'est celui d'Amine, Walid ou Alain. Vas-y, essaye un peu d'enlever. Depuis la rentrée de septembre, tous les samedis, ils se retrouvent dans ce hangar de l'aérodrome d'Albi pour poncer, percer et donner forme à leur projet. Allez, tu coupes. Il est en train de préparer des lithos par rapport aux plans qui sont sur la table. Et ces lithos rentreront dans la construction de l'aile. Pour les guider, Alain Flamand, ce passionné d'aéronautique, a déjà construit son propre avion. Il a eu l'idée de partager cette aventure avec des jeunes. On leur inculque des valeurs d'assiduité, de ponctualité, de respect mutuel, d'entraide, d'esprit d'équipe. De l'autre côté, les goussets aussi collés comme il faut. On s'amuse, c'est un travail, mais on se fait plaisir, on fait ce qu'on aime faire. Je prends le DR400, Rémi, alors ou pas? Bon, d'accord. Ce n'est pas le premier aéronef à être construit par l'association. Je ferai un tour de ville. Eux aussi en ont passé des heures ici. Salut Hélène, ça va? Et bonjour. Pièce après pièce, ils ont donné vie à cet avion. Leur avion. Aujourd'hui, tous étudient ou travaillent dans le domaine de l'aéronautique. On a mis 5 ans pour le construire et maintenant on vole avec. Sur la piste, pas un week-end ou presque sans que les vagabonds du ciel ne prennent leur envol. Aux commandes du biplace, ce jour-là, Guillaume, 19 ans, ne se lasse pas de voir la vie d'en haut. Quand on a fabriqué le longeron pour l'aile, quand on a monté les instruments, on repense à tous les moments qu'on a passés entre amis, puisque maintenant on se voit toujours tous très souvent. C'est une belle expérience. Mais pour avoir la tête dans les nuages, pour Walid et ses camarades, il faudra encore patienter. En attendant, c'est depuis le tarmac qu'ils continuent de rêver. Allez, courage les jeunes, c'est bientôt votre tour. En attendant, profitons de notre série L'Occitanie sous nos ailes qui nous fait voir la vie d'en haut. Cet épisode nous emmène à Gavarnie, dans les Pyrénées. Regardons. Pour faire les prises de vue avec le petit avion, il faut laisser à terre nos affaires et la porte du cockpit. Ça nous permet d'être plus mobiles pour filmer. De fois que j'ai la Québec au bout de piste 10, je décolle. Allez, plein gaz. Hop, ça vole. Hop, on s'est reposé quand même là. Ouais, bon, c'est bien sûr. Sans porte, le vent de travers s'engouffre et le décollage est un peu plus tendu. Nous survolons la chaîne des Pyrénées. En montagne, nous devons rester prudents au pilotage et ne pas trop se rapprocher des éléments. Tu vois pas qu'on va se planter dans la montagne là? Il contre ma direction au pied pour se rapprocher encore plus près. Mais là,
tout d'un coup, il y a la montagne face à nous. C'est chaud. Comme on multiplie les tâches à exécuter en un temps record, les moments de tension sont parfois inévitables. Du coup, nous prenons de la hauteur sur les crêtes. Et là, le cirque de Gavarnie se dévoile sous nos ailes. Le versant septentrional de la ligne de crête marque la frontière avec l'Espagne. Les nombreux sommets qui entourent ce superbe cirque naturel nous donneraient presque le vertige. Super. C'est top, hein. Allez, la suite. Quelle aventure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec Carnet de vol, ce sera samedi prochain avec un numéro consacré à la conquête martienne et spatiale en général, avec en filigrane le travail du CNES dans ce domaine. D'ici là, passez une très bonne semaine et bien sûr, bon vol à toutes et à tous.